Monsieur Max Moreau, bonjour. Bonjour Marie. Merci de me recevoir chez vous. Je vous propose de nous parler de 3 de vos activités, et pas des moindres, 4 même. Industriel, ancien expert World Bank, formateur, inventeur, expert international. Vous pouvez nous expliquer toutes ces fonctions? Bon, en tant qu'industriel, j'avais une entreprise familiale qui a débuté avec 12 personnes et qui a fini quand j'ai dû la vendre parce que j'étais malade après une opération. J'avais déjà commencé l'expertise internationale qui avait presque 250 personnes. Donc nous faisions du chauffage central, du conditionnement d'air, et après on s'est orienté sur les énergies nouvelles et les économies d'énergie. Et là on était pionniers tout de suite après le choc pétrolier. Ce qui fait que c'était une société qui s'est développée dans la région, qui s'est développée à l'exportation en Espagne et au Portugal. Deuxième activité, l'expertise internationale. J'avais commencé par de l'expertise judiciaire, mais d'une manière un peu légère parce que je n'avais pas le temps, mais c'était le président de la Cour d'appel de Pau qui avait insisté pour que je sois expert judiciaire. Je faisais quelques expertises judiciaires et surtout j'ai été agréé par la World Bank et j'ai fait pas mal d'expertises sur le plan international. Donc ça m'a amené à avoir aussi, outre cette activité-là, une activité d'expert conseil auprès de grands groupes comme le Club Méditerranée, comme le groupe Accor, ce qui fait que j'ai implanté des villages dans le sud-est asiatique. J'ai eu, outre ma spécificité d'expert en management en énergie, je me suis orienté dans le secteur hôtelier par la force des choses, puisque j'étais l'expert de la présidence du Club Med. Ça, c'était la deuxième activité. Formateur. Formateur. Un formateur, quand j'ai écrit le management pratique de l'entreprise, le directeur d'HEC m'a demandé de me voir, puisque j'avais eu le prix du meilleur ouvrage économique. Pour bien faire, un auteur doit faire sa pub. Donc, il m'a demandé d'organiser un séminaire de création d'entreprise, et pendant 6 ans, j'ai enseigné à HEC. J'avais une autre activité, toujours d'enseignant, c'était auprès de l'Institut français de gestion, puisque j'ai été aussi l'initiateur, avec d'autres, du cours de marketing et puis du cours de management. Mais il n'était pas le seul. Inventeur. Inventeur, il se trouve que j'ai eu la chance, par le hasard, d'avoir quelques idées, notamment sur l'énergie. En particulier, j'ai inventé un système de toiture solaire et également on appelle ça la gestion technique centralisée, pouvoir centraliser et pouvoir gérer des bâtiments multiples à partir d'une centrale. Et cette idée, je l'avais un peu prise, elle a germé aux États-Unis en voyant les aménagements à New York des grands buildings, et j'ai dit pourquoi ce système-là ne pas le développer sur un ensemble de bâtiments au lieu de le faire sur un seul. Et c'est la raison pour laquelle Pau a été une ville témoin et une ville prioritaire, puisqu'on a fait le premier système de gestion centralisée d'une ville avec les bâtiments municipaux, les écoles et les autres bâtiments municipaux, qui a permis de faire des économies d'énergie de plus de 35% dès la première année. C'est bien. Ben, c'était pas mal à l'époque. Vous êtes membre de prestigieux organismes économiques
comme le Conseil économique et social, Société d'économie politique et de l'Académie de Béarn. Bon, en ce qui concerne le Conseil économique et social, j'avais la chance d'avoir été choisi dans les personnalités qualifiées. Ce qu'on appelle vulgairement les PQ, qui sont aussi éphémères que le papier d'origine. Le Conseil économique, et j'avais la chance justement d'être dans ces personnalités qualifiées, dont mon vote, contrairement aux centrales syndicales, qu'elles soient patronales ou qu'elles soient des employés, doivent voter suivant le thème patronal ou le thème de la centrale syndicale. Et en étant indépendant, personnalité qualifiée, on pouvait voter comme bon vous semble. J'ai retenu, c'est comme dans les auberges espagnoles, l'intérêt de côtoyer des gens remarquables, notamment Paul de Louvrier, qui était l'aménageur du Grand Paris à l'époque, et le président du CNPF, qui était Yvon Gattas, le père du président du MEDEF maintenant. Et aussi des syndicalistes de tous bords, qui étaient des gens tout à fait remarquables. En ce qui concerne le fonctionnement du Conseil économique et social, quand on m'a proposé le renouvellement, je n'ai pas souhaité le faire, car je considère que c'est un organisme qui a été dévoyé de son objectif et qui ne sert plus à rien. Pourquoi? Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de gens qui sont intégrés dans ce Conseil économique et social, qui sont soit débattus des législatives, enfin, c'est un fourre-tout pour mettre des gens qui ont échoué quelque part, donc, et qui n'ont pas beaucoup de compétences dans le domaine économique. Donc, ça conduit à créer, chaque fois que le gouvernement, quelle que soit la gouvernance, a un problème, à créer des commissions ad hoc. On fait tout un tas de commissions. Il y en a à l'heure actuelle 354. J'ai proposé, il y en avait 300 à supprimer dans mon dernier livre, Ambition économique française, les 12 travaux d'Hercule, parce que le Conseil économique et social et environnemental maintenant ne répond pas aux questions. Donc je pense aussi qu'il est indispensable, pour des questions de prix et d'efficacité, et de coût et d'efficacité, de grouper le Sénat en réduisant d'une manière très conséquente ses membres, et le Conseil économique et social, mais en intégrant simplement des personnalités qualifiées, en un seul organisme, une autre chambre économique. Point à la ligne. Alors après l'avoir proposé, c'en est où aujourd'hui? C'est un peu comme partout, ça avance très lentement. Vous voyez le problème des territoires. J'ai lancé cette idée dans l'embauchoir en 1996. Ça commence simplement depuis 2 ans à s'agiter sur ce plan-là. Je crois qu'on n'a pas très bien compris le problème régional. Les régions, pourquoi grouper des régions? Personne n'en parle, mais c'est simplement pour avoir une taille critique. Pour avoir une taille critique économique qui permette de lutter à armes égales contre nos concurrents principaux qui sont les Länder allemands. Donc il s'agit d'avoir une taille économique. Mais il ne faut pas rester simplement dans la taille économique, il faut aussi penser aux racines territoriales du terroir des gens. Et par contre, je trouve qu'il aurait été tout à fait préférable de faire un grand sud-ouest, Aquitaine et Midi-Pyrénées, que j'ai prôné, que beaucoup d'hommes et de femmes politiques ont soutenu et qui ne s'est pas fait. Ça se fera peut-être un jour. Peut-être. À votre actif, plus de 21 livres publiés, dont plusieurs prix. Le prix du meilleur ouvrage économique aux éditions Economica pour votre livre Le management pratique de l'entreprise. Oui, bon, c'est un coup de chance. Pourquoi? Parce que quand j'ai écrit ce livre, c'était tout à fait dans l'air du temps, et c'était le premier livre en Europe qui traitait vraiment du management. Et pour ça, j'ai eu beaucoup d'appui d'Economica, puisque c'était mon premier bouquin, qui a
et qui m'ont bien conseillé, et on a eu la chance d'avoir le prix du meilleur ouvrage économique. Vous savez, il faut pas, ça aurait pu être un autre ouvrage, il ne faut pas y attacher une importance capitale, mais ça a permis à mon éditeur d'avoir 3 éditions. Très bien. Donc il était content. Le prix Sadi Carnot pour votre livre L'économie de la polyénergie aux éditions Toujours Economica. Oui, là aussi, je ne voulais plus écrire de livre Foi de Béarnais parce que j'avais beaucoup souffert en écrivant le premier, et donc, à la demande de mon ami Jean Poulitte, qui était le patron de l'Agence d'économie d'énergie, j'ai écrit ce livre pour faire la promotion des économies d'énergie et des énergies nouvelles. Et il a eu aussi la chance d'avoir un prix, le prix de l'énergie, le prix Sadi Carnot, ce qui faisait dire à ma petite fillette âgée de 12 ans, Catherine, mais qui c'est ce Sadi Carnot? Et puis votre dernier né, Suspicion, un roman noir. En fait, l'histoire, les tribulations et le destin d'un jeune Béarnais qui va être recruté par la CIA et confronté au grand banditisme et à la guerre du web. C'est toute une histoire, ça. Ben, c'est une histoire d'actualité. Je regarde un peu. Je suis curieux de nature et c'est un télescopage avec des gens qui ont des origines complètement différentes, qui sont soit des chefs d'entreprise, soit des chercheurs, soit des écrivains, soit des compagnons du Tour de France, soit des gens qui sont à la manœuvre et par des échanges, en voyant ce qui se passe dans mon terroir, dans mon territoire, dans mon pays, dans l'ensemble européen, puisque j'ai œuvré un peu en expertise auprès de la communauté, et sur le monde en général, on peut puiser des quantités d'idées. Avec toutes vos fonctions, où trouvez-vous le temps? C'est un problème d'organisation. Tout simplement. Tout simplement. C'est une des tâches essentielles de l'homme actif, ou de la femme active, c'est de détecter et de trier l'essentiel de l'accessoire. Donc, il faut éliminer, parce qu'on n'a pas le temps de tout faire, tout ce qui paraît accessoire. Évidemment, il y a des pertes en ligne aussi, et conserver l'essentiel. Max, si je puis me permettre, quel était votre parcours scolaire et quel écolier étiez-vous? Oh, j'avais la chance d'avoir des parents très attentifs, notamment ma mère qui me supervisait. Ma mère avait été la fille d'un Béarnais, d'un 13e enfant d'une famille béarnaise de Buzy en Béarn, et elle était née, qui s'était expatriée, elle était née à Santos au Brésil. Elle est revenue en France pour faire ses études, elle est arrivée, elle avait 7 ans, elle a appris le patois d'abord, puis le français après, et ça a été la première femme qui a fait Subdeco de Toulouse, et elle était majeure de promotion. Donc, elle était très attachée aux études, et ça a été ma fée protectrice dans mon enfance. Donc, elle était très près de moi, et très exigeante aussi. Donc, j'ai été un garçon sérieux, appliqué, avec une préférence toujours pour les mathématiques et la physique. J'adorais ça. Et en français et en philosophie, je bachotais parce que c'était pas ma tasse de thé. Juste ce qu'il fallait pour atteindre la moyenne et pour passer les examens, mais pas plus. Le parcours scolaire, c'est le parcours de la vie. Il faut se former en permanence. Moi, quand j'ai commencé à diriger une entreprise, j'avais une formation technique, mais ma formation financière et de management était quasi nulle à ce moment-là. Donc, je me suis réinscrit encore à 27-28 ans à l'IAE pour apprendre le management, puis à l'IFG, et j'ai pensé que c'était
la formation continue, ça faisait partie de la vie. D'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, mais l'ASFO de Pau a été la première ASFO de France et elle a été créée par 6 industriels dont je faisais partie. Alors je ne vous cite plus l'année, mais je crois que ça devait être en 64 ou quelque chose comme ça. Et nous avons créé, et nous avons été aussi le germe de la formation continue dans nos contacts avec l'équipe de Chaban-Delmas quand il s'est occupé de la formation continue. Et je pense que on a fait beaucoup d'erreurs à ce moment-là, puisqu'on s'est occupé de former les agents de maîtrise avant de former les cadres et les chefs d'entreprise. Mais on a corrigé toutes ces erreurs et je pense que nous avons à l'heure actuelle en France une erreur, une faute fondamentale sur la formation. C'est-à-dire la formation, elle est centrée sur la spécificité du métier. On forme les gens, tout ça. Or, il devrait savoir, j'avais écrit une missive à un jeune ami il y a pas mal de temps, lors de l'embauchoir. Il faut que les jeunes soient prêts à faire au moins 3 métiers dans leur vie. Donc pour faire ça, il faut avoir une formation spécialisée et une formation de généraliste pour pouvoir se reconvertir. Et quand vous voyez toutes les catastrophes industrielles à l'heure actuelle, où tous ces gens sont sur le carreau, c'est parce qu'on ne les a pas formés à pouvoir se reconvertir avec un accès d'une formation généraliste. C'est votre regard sur l'éducation nationale ? Sur l'éducation nationale, là aussi, je n'ai pas la compétence pour formuler une observation pertinente. Vous suivez, je suppose, l'évolution de notre pays. Certains responsables de celui-ci et dans le monde prônent pour l'annulation de la dette mondiale, tout en changeant certaines lois afin que notre planète redémarre sur de bonnes bases. En tant qu'économiste, qu'en pensez-vous? Quel regard sur une société qui est en train d'aller vers un non-retour, peut-être? Je crois qu'on peut toujours rêver. Vous savez, les experts de droite ou de gauche regrettent toujours que la réalité des choses ne soit pas conforme à leurs prévisions. Le monde change très vite, il y a une accélération du changement, il y a surtout une accélération due au numérique qui va vraiment bouleverser les habitudes et les comportements. Donc je pense qu'il faut être aussi raisonnable, c'est-à-dire, pour en revenir aux gouvernances, il faut se rappeler que Raymond Barre, avec qui j'ai eu la chance de travailler au point de vue énergie, a été le dernier Premier ministre qui ait fait voter un budget en équilibre. Alors, beaucoup de gens me disent « oui, mais c'était plus facile à l'époque ». Faux. Il y avait le premier choc pétrolier et il en a fait son affaire. Et après, toutes les autres gouvernantes, qu'elles soient de droite ou de gauche, ont trouvé la facilité du crédit. Donc, le crédit, ce qu'il faut penser, c'est qu'il faut rembourser un jour. C'est la dette. Et plus on demande de crédit, plus on augmente la dette, qui est une somme de crédit annuel. Donc, il faut avoir le courage de voter un budget en équilibre, et c'est toujours possible à condition d'avoir du punch, de la fermeté, et de ne pas avoir la facilité de reporter sur les générations suivantes nos efforts, nos dettes, pour rembourser. Donc, annulation de la dette mondiale? Non, absolument pas. Vous ne voulez pas? Non, non, non. C'est une vue de l'esprit, ça. Pourtant, certains économistes le prônent. Oui, mais c'est très facile. Et comment on ne peut pas calculer les conséquences. C'est comme les gens qui prônent la sortie de l'euro. Hein. Il faut se rendre compte des conséquences. Et les conséquences sont très difficiles à évaluer dans un monde qui change. Alors on peut faire un diagnostic, on peut faire des prévisions, et toujours se tromper dans les prévisions. Et donc, prôner... Non, je crois que ce qu'il faut aussi, c'est, et je l'ai prôné dans les divers livres que j'ai écrits, c'est que pour le remboursement de la dette, il faut le faire progressivement pour ne pas que notre économie devienne atone
en ayant trop de rigueur, si vous voulez. Donc, c'est très difficile à pouvoir arbitrer entre le fonctionnement de l'économie et le remboursement financier de la dette. Économie en France ou l'économie générale? D'abord en France et ensuite l'économie générale, l'économie de l'Europe. En France, c'est vraiment, nous sommes dans une situation catastrophique. Là, on va droit dans le mur maintenant. Et malheureusement, ce qu'on peut voir, c'est que on n'est pas loin des difficultés de l'Espagne, du Portugal et de la Grèce. Par contre, je ne suis pas pour le French bashing et je pense qu'il y aura des gens qui sauront relever le défi. À un certain moment, on a eu le général de Gaulle qui a, par sa vision stratégique, obtenu le rang de la France et surtout l'indépendance de la France. Georges Pompidou derrière, qui a pensé à l'industrialisation, tous les succès d'Airbus et tout ça, il faut remonter à cette époque-là. Et depuis, je n'ai toujours pas vu de plan stratégique pour la France. Comment devient-on économiste? Oh, il y a 36 façons pour ça. Il y a des gens qui font une formation d'économiste et qui ont donc une vue théorique de l'économie. Et puis il y a d'autres personnes qui sortent soit du milieu industriel, soit du milieu enseignant, qui se sont frontées aux réalités de la vie et qui parlent d'économie. C'est un petit peu mon cas, par le parcours, par la trajectoire que j'ai eue. Tout le monde peut être économiste dans l'âme. La ménagère qui tient les cordons de la bourse de son foyer, c'est la pièce maîtresse de l'économie. Hein. Ça commence comme ça. Et il y en a qui ont une vision prospective de l'économie. Moi, j'ai toujours eu envie de me projeter dans l'avenir. Et il y en a qui sont plutôt historiens et qui se projettent, qui sont plutôt intéressés par le passé. Et toutes les visions ont leur charme. Certains politiques disent qu'il faut faire marche arrière. Vous le pensez, vous aussi? Non, je pense qu'il faut toujours aller de l'avant. Hein. Mais par contre, être beaucoup plus rigoureux. Et puis, il faut d'abord commencer par l'éducation nationale, apprendre à apprendre et pouvoir orienter les gamins à avoir une vision de l'entreprise et de la recherche le plus rapidement possible. Il faut rendre grâce aux gouvernances successives que depuis peu de temps on s'est aperçu que l'entreprise c'est le système créateur de richesse et que à partir de là il y a une répartition à effectuer pour une égalité sociale. Mais il faut donc mettre en œuvre tout ce qui permet de développer l'entreprise. Et pour ça, il faut, dès la prime jeunesse, orienter les gamins, leur permettre de s'orienter et d'avoir des idées. Je vois quand, juste au-dessus de la maternelle ou à l'élémentaire, ils vont faire des visites d'entreprise ou de centres de recherche, le gamin, quand il est tout jeune, enfin, c'est une évidence, c'est une palissade, il dit, bon, c'est ça que je voudrais faire par la suite. C'est comme ça qu'on permet aux vocations d'éclore. Quand vous étiez écolier, Max, est-ce que vous aviez déjà une petite idée comme ça de ce que vous vouliez faire? Non, absolument pas. Quand j'étais gamin, je voulais être charbonnier l'hiver et glacier l'été, ce qui dénotait un esprit opportuniste sur la climatologie. C'est assez rigolo. Oui. En regardant votre parcours, qu'est-ce que vous en déduisez? Je n'aime pas regarder mon parcours, ce qui m'intéresse c'est l'avenir. Donc je n'en déduis rien. Par contre, si c'était à refaire, je corrigerais un peu l'épreuve. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Que ça continue à condition d'être en forme.
cérébralement et physiquement. Vos projets, vous en avez, je suppose? J'ai toujours plus de projets que de souvenirs. Là, je suis en train d'écrire un livre, et puis je voudrais aussi, j'espère pour l'agglomération paloise, que Adorama va pouvoir permettre de monter une cité des sciences à Pau, et puis j'espère que pour notre territoire, un jour on va pouvoir se désenclaver, pour qu'on puisse aussi s'associer, j'avais été un peu le promoteur de cette idée, Béarn-Bigorre, avec la tentation de l'Adour, et je vois avec grand plaisir que les chambres de commerce de Pau, Béarn et de Tarbes-Bigorre ont enfourché l'idée et se battent pour justement faire quelque chose que les industriels ont déjà fait, ou que l'agroalimentaire a déjà fait, c'est-à-dire une conjonction du Béarn et de la Bigorre. Max, merci de m'avoir accordé cette interview. C'était un plaisir pour moi. Merci Marie. Merci.